Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être connecté pour cette réunion sur les stratégies de l'effectivité, de la gratuité, de la planification familiale. Donc, les gens sont en train de se connecter. Voilà. Mais voilà donc l'agenda pour cette réunion. Nous allons donc échanger sur les éléments de contexte des pays qui ont choisi donc cette thématique-là. Dans ce cadre, nous aurons les présentations des pays suivants. Donc, on aura des présentations d'une durée de 10 minutes. D'abord du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée et ensuite de la Côte d'Ivoire. Après ces présentations, donc, nous allons prendre les questions des participants et nous demandons également aux participants déjà qui peuvent poster leurs questions dans la boîte de discussion. Voilà. Et aussi rappeler que vous pouvez aussi, veuillez vous présenter dans la boîte de discussion en inscrivant votre nom, prénom, structure et pays. Donc, voilà. Donc, comme vous le savez, ces réunions-là rentrent dans le cadre des processus de soumission des propositions de recherche. Pour cela, il a été mis en place dans chaque pays des groupes multipartites d'information et d'orientation sur les thématiques de recherche. Donc, ces groupes sont composés dans les pays du directeur de la santé de la mère et de l'enfant, du responsable de la recherche du ministère et du chef de la division de la planification familiale et du point focal de la société civile et du point focal des jeunes. Et donc, les réunions visent à fournir aux instituts de recherche des compléments d'information sur les thématiques choisies par les pays, en insistant surtout sur la spécificité des pays, également sur les besoins de données pour créer ou améliorer les conditions de la mise en œuvre de la planification familiale dans les pays. Voilà, donc nous vous invitons les instituts de recherche à participer à ces réunions. On a échangé, partagé donc avec les instituts de recherche les liens et les thématiques de recherche selon le calendrier. Donc, et ce processus-là aussi est une étape, donc une étape qui permettra donc de donner des informations pour élaborer des propositions de qualité et ancrées dans la réalité des pays. Donc, comme je le disais tantôt, nous allons d'abord donner la parole au Bénin, puis au Burkina, à la Guinée et ensuite à la Côte d'Ivoire. Après les présentations, donc nous allons donner la parole aux instituts de recherche, aux participants, pour qu'ils puissent poser les questions qui leur permettront de mieux comprendre les contextes des pays afin de mieux affiner leurs propositions de recherche. Voilà. Si le professeur Géraud Abounou est en ligne, je veux lui donner la parole. Il est en ligne. Je veux demander à Arnaud de passer la présentation. Professeur, vous avez la parole.
Oui, docteur Abdoulaye, merci beaucoup. Voilà, ok, donc ma présentation est déjà à l'écran. Moi, c'est le docteur Jérôme Badonou, professeur agrégé de santé publique et épidémiologie, et je suis le directeur de la formation et de la recherche en santé au ministère de la Santé du Bénin, mais également professeur à la faculté de médecine de Cotonou. Donc, comme vous l'avez déjà vu dans l'agenda, le Bénin ambitionne de présenter, enfin, d'avoir des activités de recherche sur les 3 thématiques. Et donc, aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter la première des thématiques qui est intitulée « Stratégie d'effectivité de la gratuité de la planification familiale ». Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Depuis quelques années déjà, le Bénin a pris des engagements en termes de droits de la santé sexuelle et reproductive, des engagements sur la mortalité maternelle et néonatale également, sur la planification familiale et sur l'assurance maladie. L'assurance maladie au sens large, parce qu'au Bénin, nous avons un programme phare qui est dénommé programme H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Et dans ce programme-là, il y a l'assurance maladie, la couverture sanitaire universelle, mais également il y a d'autres projets transversaux, notamment tout ce qui concerne l'autonomisation des femmes et tout ça. Donc, c'est vraiment un projet globalisant qui comporte beaucoup de choses, dont la CSU. Et donc, en application de ces différents engagements-là, on a beaucoup d'efforts ont été fournis pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant, plus particulièrement. Et là, à ce propos, je fais un clin d'œil au docteur Lawale, qui est le directeur de la santé mère-enfant à l'Agence nationale des soins de santé primaire. Et cette direction, justement, a mené beaucoup d'actions spécifiques sur la planification familiale et surtout en direction des adolescents et jeunes, parce que force a été de constater que voilà, ils sont de plus en plus demandeurs, ils ont de plus en plus de besoins qu'il nous faut adresser. Et au nombre de ces actions, il y a évidemment la qualité et la gratuité des services de planification familiale. Diapo, s'il vous plaît. La problématique auquel nous avons fait face sur cette thématique, c'est d'abord le constat de la faible utilisation des services et de l'offre de soins de planification familiale, la faible accessibilité, aussi bien des jeunes que des femmes d'un certain âge, et évidemment la population cible qui n'est pas suffisamment couverte. Alors, toutes ces problématiques engendrent évidemment un impact sur la mortalité materno-infantile, avec une diminution du score des indicateurs de santé sexuelle reproductive. Et en termes de planification familiale, l'une des conséquences directes que nous notons chez nous, ce sont les grossesses non désirées, surtout en milieu scolaire ou milieu estudiantin. Nous parlons également des violences basées sur le genre et bien entendu de l'autonomisation des femmes. La question de la gratuité de la PF pour en améliorer l'utilisation est également un sujet qui se pose à nous et beaucoup de réflexions ont été faites là-dessus. Ces réflexions sont plus ou moins parasitées par les mauvaises informations, les rumeurs quant à ces produits et les rumeurs sur le fait même de pourquoi faire de la planification familiale. Vous savez, un peu sur le plan sociologique, tout ce qui est dit sur, voilà, on veut vous stériliser, on veut vous empêcher d'avoir des enfants, on veut faire ceci, on veut faire cela. Donc, toutes ces rumeurs-là ont mis du plomb dans l'air dans les différentes actions qui ont été menées par le gouvernement du Bénin. Et enfin, bien sûr, l'idée derrière tout ça, c'est au-delà d'une vision à long terme, c'est comment avoir des résultats à long terme, comment avoir un impact à long terme. Donc, l'idée, la question même de la pérennisation se pose. Alors, les questions de recherche que nous nous sommes posées, c'est d'abord la performance des services de planification familiale qui n'ont pas été, la performance qui n'a pas été atteinte, les risques liés à la gratuité et surtout quelles sont les mesures de mitigation à prendre pour vis-à-vis de ces risques-là. Évidemment aussi, nous cherchons à rechercher et identifier les facteurs qui limitent la gratuité de la PF et comment étendre cette PF à une population cible plus élargie. L'objectif général est d'analyser l'effectivité de la gratuité de la planification familiale au Bénin
Et cet objectif général va être décliné de manière spécifique. C'est d'abord de déterminer le niveau actuel de la gratuité effective, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain, de faire une analyse SWOT de la gratuité en faisant ressortir les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. Ensuite, d'identifier les approches de financement et de pérennisation de la politique de gratuité, de la planification familiale et proposer des stratégies de communication. Communication aussi bien pour les bénéficiaires, pour les professionnels de santé, pour les institutions, afin d'accroître l'utilisation des PF de la PF dans un contexte de gratuité. Et enfin, nous comptons également de manière spécifique proposer une feuille de route pour la mise en œuvre de cette gratuité-là. Les résultats attendus, c'est d'abord d'identifier clairement les facteurs qui limitent la PF au Bénin et de proposer des stratégies et des interventions de santé publique qui vont améliorer la gratuité et étendre le périmètre d'action de cette gratuité-là au sein de la population. Comme je l'ai dit, à terme, c'est de garantir l'accès à la gratuité des services de PF à tous ceux qui en ont besoin, tous ceux qui en expriment le besoin. Et de cette étude également, alors, ce n'est pas spécifiquement pour cette étude, c'est pour ça que je l'ai mis en perspective. Mais une fois que nous avons mis en place tout ceci, il faudra bien évidemment élaborer un plan d'action pour pouvoir passer à une mise à l'échelle. L'étude va se dérouler dans tout le Bénin. Au Bénin, nous avons 17 départements et 34 zones sanitaires. Donc, nous avons l'ambition de mener une étude d'envergure nationale. Ce sera une étude à la fois qualitative et quantitative, parce que nous allons rechercher des facteurs associés à la gratuité, par exemple. La population d'études, diapo s'il vous plaît, ce sera tous les acteurs impliqués dans les services de PF. Donc, au ministère de la Santé, l'acteur principal, c'est l'Agence nationale des soins de santé primaire. Ensuite, nous avons la Direction générale de la médecine hospitalière. Nous avons les centres de santé et tous les professionnels de santé de manière générale. Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes. Et dans les professionnels de santé, nous comptons mettre un accent particulier, même sur les étudiants en médecine, parce que déjà, quand ils sont internes, ils sont prescripteurs ou en tout cas, ils peuvent conseiller les bénéficiaires. Et donc, nous pensons que ce sont des acteurs importants qu'il faut déjà sensibiliser avant même qu'ils soient diplômés, donc déjà à partir de l'internat. Nous allons également impliquer toutes les ONG et les institutions partenaires qui s'impliquent dans la planification familiale, dans les droits sexuels et de la reproduction de manière générale. Et il y aura également les bénéficiaires, donc les adolescents, les jeunes, les femmes en âge de procréer, et même les ménages, parce qu'il ne faut pas négliger les aspects sociologiques qui font que parfois, le mari ou l'oncle ou le grand-papa peuvent quand même avoir des avis importants sur le type de planification que la femme pourra adopter. L'échantillonnage sera probabiliste, soit par sondage aléatoire ou soit par sondage stratifié. Stratifié, par exemple, chez les jeunes, on va voir les jeunes qui sont instruits et ceux qui ne sont pas à l'école. Stratifié, par exemple, on va voir les personnes qui vivent en milieu rural et ceux qui vivent en milieu urbain, parce il est évident que la problématique n'est pas la même. Les besoins exprimés ne sont pas les mêmes en fonction de ce type de population-là. Donc, on va faire une analyse stratifiée, histoire de faire ressortir dans chaque catégorie les traits essentiels. Et pour les autres, ce sera un échantillonnage par choix raisonné ou de commodité en fonction des acteurs ou des interlocuteurs que nous avons en face de nous. La collecte des données, diapo s'il vous plaît, va se faire par une revue documentaire, une revue normative, parce que nous allons vraiment explorer le cadre législatif et institutionnel. Et après, pour tous les différents acteurs rencontrés, ce sera un entretien individuel. Ce sera aussi une observation quand on va aller dans les centres de santé, dans les centres de promotion sociale, dans les centres de jeunes et tout ça. Donc, ce sera une observation pour voir un peu le fonctionnement, pour voir un peu la gratuité, comment elle se manifeste de façon concrète dans ces centres-là. Les variables à collecter, ce sera donc les variables d'ordre législatif et institutionnel. Nous allons collecter des variables sur le processus de mise en œuvre de la planification familiale. Donc, processus de manière générale, mais on va s'accentuer beaucoup plus sur la gratuité. Donc, on va voir les ressources humaines en santé, on va voir les structures, on va voir le coût, mais aussi le matériel et la logistique, c'est-à-dire tout ce qu'il faut comme intrant, est-ce que c'est mis en place, est-ce que c'est là, les ruptures de stock, les problèmes rencontrés de manière logistique et tout ça.
Et enfin, nous allons questionner les bénéficiaires eux-mêmes parce que nous estimons que c'est vraiment eux le cœur de l'action que nous sommes en train de mener. Est-ce qu'ils ont accès à la bonne information? Est-ce qu'ils ont accès aux services? Qu'est-ce qui les freine? On va leur demander quelles sont leurs inquiétudes, quelles sont leurs insatisfactions. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans certains centres où même quand on dit c'est gratuit, ils n'y vont pas? C'est autant de choses qu'il va falloir explorer pour pouvoir vraiment documenter cette question. L'analyse des données va se faire de manière classique. Hein. On va s'assurer de la complétude des données. On va faire le contrôle qualité, on va faire des transcriptions. Et sur le plan quantitatif, ce sera les transcriptions. On va utiliser des méthodes quantitatives classiques, hein, test de key de student, ou même on peut faire des modèles de régression logistique pour rechercher des facteurs associés si cela était le cas. Les autorisations réglementaires, ça va être essentiellement l'avis éthique et l'autorisation de recherche en santé. Vous savez que c'est très important parce que dans notre population d'études, nous aurons des personnes qui ne sont pas majeures et donc on doit vraiment s'entourer de toute cette sécurité administrative et réglementaire. Donc, pour finir, c'est pour dire que c'est une étude d'intérêt au regard des enjeux de santé publique, notamment sur le plan des objectifs des ODD. C'est aussi une étude d'intérêt pour nous au Bénin parce que notre population est de plus en plus jeune avec des besoins croissants et c'est justement le rôle de l'État de mettre en place les mécanismes nécessaires pour garantir l'accessibilité de l'APF à tous ceux qui en ont le plus besoin. Je vous remercie pour votre présentation. J'espère ne pas avoir été trop long. Je mets juste ma vidéo pendant 2 secondes pour que les gens mettent un visage sur la voix qu'ils viennent d'entendre. Merci à tous. Merci beaucoup, professeur Jérôme, pour cette présentation, carrément une proposition de recherche qui décrit le contexte, le problème, mais aussi les facteurs défavorables et favorables à la mise en œuvre donc de la gratuité de soins, mais aussi une présentation qui aborde aussi les questions de recherche, mais aussi la méthodologie et les outils pour explorer le réel. Donc, merci beaucoup, docteur. Vous pouvez déjà commencer à poster vos questions dans le chat box. Voilà, on va revenir pour y répondre. Je veux donner la parole à la Guinée. Je pense que le docteur Zombré n'est pas connecté pour l'instant, mais je passe à la Guinée. Alors, je suis... OK. Donc, on reste au Burkina. Donc, je donne la parole à docteur Zombré qui va nous présenter aussi le contexte du Burkina Faso, mais aussi les attentes en termes de recherche, en termes de données et par rapport à l'effectivité de la gratuité de soins. Donc, docteur, vous avez la parole. OK. Merci à vous, docteur Ousseni, pour la parole. Et mes salutations à tout le monde. Au niveau du Burkina, nous allons faire la présentation sur l'effectivité de la gratuité de la planification familiale. Comme annoncé par vous, c'est beaucoup plus le contexte et nos attentes que nous allons vraiment présenter. Nous n'avons pas traité les sujets comme le Bénin jusqu'au terme de référence, le protocole de recherche. Donc, pour nous, c'est le contexte, c'est les objectifs de recherche et les besoins de changement. Diapo. Donc, diapo. Pour ce qui est du contexte, nous voulons rappeler qu'au niveau du Burkina, les indicateurs pour ce qui concerne la SRPF sont très faibles. Et également aussi rappeler que la planification familiale est une priorité vraiment dans notre PNDS 2021-2025. Même celui qui a échoué en 2020, la PF était une priorité. Et c'est fort de tout ce qui précède que la gratuité de la planification familiale a été
en tout cas lancé en 2019 et son extension en 2020 à tous les districts, les 70 districts que constituent en tout cas le Burkina. Et l'objectif, c'est améliorer l'accès de la population au service de planification familiale. Et toujours dans le législatif, il faut dire que nous avons remarqué que malgré vraiment cette gratuité, son effectivité pose problème et cela, c'est certainement du fait de l'insuffisance de connaissance même de la mesure de gratuité par la population, surtout la population rurale. Donc, la communication n'est pas, en tout cas, intense. Il y a aussi les questions de rupture fréquente des intrants. Je veux parler des intrants de l'APF, mais également aussi des consonants parfois. Alors que pas d'intrants, pas de programme, pas de gratuité. Et à cela aussi, il y a la faible adhésion vraiment des prestataires à la gratuité du PF, certainement en lien également aussi avec l'insuffisance de communication sur les questions de gratuité. Donc, l'ultime impact recherché vraiment à travers cette gratuité-là, c'est la réduction du taux de mortalité maternelle et infanto-juvénile pour la période 2020-2030. Donc, du coup, on se pose un certain nombre de questions, d'objectifs à atteindre. Donc, pour nous, il s'agira bien sûr d'analyser les facteurs qui entravent vraiment l'effectivité de la gratuité de la PF. Est-ce que c'est des questions de communication? Est-ce que c'est les intrants qui ne sont pas disponibles? En tout cas, autant de questions que vraiment nous souhaitons que l'étude nous aide à répondre. Et à travers aussi l'étude, nous souhaitons apprécier vraiment les niveaux de connaissance de la population sur la gratuité de l'APF et aussi voir est-ce que les intrants sont disponibles, notamment même les consommables. Parfois, bon, le produit contraceptif peut être disponible, mais pour question peut-être de rupture en consommable, ça peut constituer un frein. Et à travers cette étude, nous souhaitons vraiment identifier tout ce qui est succès engagé pendant la mise en œuvre de la gratuité, mais également aussi les défis vraiment qui sont rencontrés en lien avec cette gratuité que nous avons commencé depuis 2020. Et nous souhaitons maintenant fournir, à travers que l'étude, en tout cas, va nous fournir des recommandations, des suggestions que nous allons utiliser pour améliorer la mise en œuvre de la gratuité sur le terrain. Et quelques besoins de changement, c'est tout juste quelques-uns que nous avons résumés parce que pour nous, après peut-être nous allons encore poursuivre les discussions avec l'équipe de recherche et également aussi leur proposer les TDR pour réaliser l'étude. Donc ici, c'est quelques orientations. Donc le grand changement que nous souhaitons, c'est vraiment améliorer même la mise en œuvre de la politique de la gratuité, de la planification familiale. Et également aussi, nos attentes de l'étude, c'est nous fournir des informations qui vont nous permettre d'aider à intensifier les communications à l'endroit des populations. Puisqu'on s'est dit que pour que cette gratuité soit effective et soit une réussite, il va falloir vraiment changer notre façon de communiquer avec la population sur cette gratuité. Et nous attendons aussi comme changement, puisque si l'information est de qualité et que les gens ont l'information, ça va augmenter en tout cas la fréquentation des clientes au niveau de la planification familiale et ça va nous permettre aussi de recruter en tout cas de nouvelles utilisatrices. Et également, le changement attendu, c'est vraiment qu'il y ait l'adéquation entre l'offre même et la demande, puisque nous faisons la création de la demande et maintenant au niveau de l'offre, parfois il y a l'écart et à travers ces résultats, on va pouvoir vraiment assurer cette adéquation. Et également, encore comme autre besoin de changement, c'est vraiment
même assurer un meilleur suivi. C'est vrai que nous faisons le suivi de cette gratuité, on fait même l'évaluation à travers avec le secteur privé. Nous voulons encore améliorer, en tout cas ce suivi, documenter, capitaliser tout ce qui est fait dans le cadre de la gratuité de l'APF. Et à travers également l'étude, répondre aux défis d'approvisionnement des consommateurs. Et enfin, on souhaite vraiment obtenir une meilleure adhésion, la motivation de nos agents de santé à faire l'offre de services de gratuité. Donc voilà, en tout cas, résumé les points que nous avons proposés pour échanger avec les chercheurs. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci. Je vais voir aussi. C'est vrai que si je peux mettre caméra, et voici. Il fait un peu frais ici. Voilà. Merci à vous. À vous la parole. Merci. Merci. Apparemment, vous n'êtes pas en Afrique, docteur. Merci beaucoup pour cette présentation. Et voilà sur la gratuité, le contexte de la gratuité du Burkina Faso, et de revenir aussi sur la complexité des facteurs liés à la gratuité qui se situent à l'intersection des facteurs liés à l'attitude et au comportement, des facteurs liés à la délivrance de services et voilà, qui souvent sont interliés et qui posent souvent des facteurs ou des problèmes à l'atteinte donc des objectifs liés à la mise en œuvre donc de la gratuité des soins. Et voilà, je pense que au Burkina, la mise en œuvre de cette gratuité donc a déjà un contexte dans lequel elle se situe, et ce qui est demandé aux chercheurs, c'est de documenter ce contexte-là, de voir les facteurs, ce qui marche, ce qui ne marche pas, mais aussi de trouver des jonctions qui permettront d'être de points d'accélérateur donc de l'utilisation de l'utilisation des services de EPF dans le pays. Merci beaucoup, Dr Zombré. Je vais donner la parole à la Guinée, cette fois-ci, à Dr Fassili Camara, donc pour la présentation. Je pense que le docteur est avec nous. Bonjour, docteur, vous avez la parole. On va passer la présentation de la Guinée. Je pense que docteur Fassili n'est pas avec nous. C'est moi, docteur Camara Siré, qui va faire la présentation. OK, docteur Siré, oui. Vous avez la parole. Donc, merci pour la parole. Donc, je fais le devoir de présenter la stratégie de l'effectivité de la gratuité de la planification familiale chez les adolescents et jeunes en Guinée. S'il vous plaît. Alors, je fais un rappel des contextes, du contexte général. La population guinéenne est estimée à 13 261 638 habitants, dont 52% ce sont les femmes et 51% des femmes ont moins de 18 ans. Et cette population est inégalement répartie sur le territoire avec 2 tiers vivant en zone rurale. Il faut noter aussi qu'il y a une baisse de la mortalité maternelle de 724 décès pour 100 000 naissances vivantes, selon le mix de 2012, à 550 décès pour 100 000 naissances vivantes pour le mix 2016. Aussi une légère baisse de la fécondité de 5,1 à 4,8 enfants par femme. Et la prévalence contraceptive, selon EDS 2018, était à 11%,
et avec 13%, environ 13% en 2022 selon 3420. Et les besoins non satisfaits sont à 20% pour la même slide. Alors, en ce qui concerne les adolescents et jeunes, ils représentent un poids numérique considérable, soit 48% de la population générale, dont 51% des jeunes filles et adolescentes et 49% des jeunes garçons. Il faut noter aussi qu'une adolescente sur 4, soit 26%, a déjà commencé sa vie reproductive. 21% ont déjà une naissance vivante et 5% sont enceintes d'un premier enfant. Et que la proportion des adolescentes ayant déjà commencé leur vie féconde augmente rapidement avec l'âge, passant de 4% à 15% et à 15 ans et à 52% à 19 ans, âge auquel 47% des jeunes filles ont déjà une naissance vivante. Next. Alors, le pourcentage des jeunes filles de 15 à 19 ans qui ont déjà commencé leur vie reproductive est nettement plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain, 33% contre 17%. Le taux de les besoins non satisfaits s'élève à 20% pour les tranches d'âge de 15 à 19 ans et le même pour les tranches d'âge de 20 à 40 ans selon l'EDS. Comme problématique, il faut noter que l'utilisation des contraceptifs est encore très faible. Seuls 5,7% des adolescents de 15 à 19 ans et 7,5% des jeunes de 20 à 24 ans utilisent une méthode moderne de contraceptif en Guinée. Et il faut noter aussi qu'il y a eu plusieurs barrières qui limitent l'accès de ces jeunes-là, les adolescents et jeunes, aux services de santé et de reproduction des adolescents et jeunes, tels que l'accessibilité financière, l'accessibilité géographique, les facteurs sociaux, comme la peur de voir par un membre de la famille ou la stigmatisation et la méfiance aussi des jeunes envers les structures de santé et la honte de se présenter devant une structure de santé pour obtenir les services de planification familiale. Et cela se trouve autour de 4,6%. Slide. Alors, comme justification, il faut retenir que les services de PF ne sont pas gratuits en Guinée. Et on note également une surtarification par certains prestataires, surtout pour les méthodes de longue durée d'action, qui sont des méthodes prisées par les jeunes. Et ce qui freine l'utilisation des services, ces couches-là, ces couches vulnérables qui sont les adolescents et jeunes. Et la gratuité des services et les produits facilitent, nous le savons, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, lors des campagnes, par exemple, de planification familiale de l'offre des services, nous observons que la cible est triplée, voire même plus, parce que c'est gratuit. Et le besoin, nous sentons que le besoin est là. Nous voyons un très grand nombre de jeunes, des adolescents et jeunes, qui viennent quand même demander ces services-là. Donc, nous pensons que la gratuité des services, des produits, faciliterait l'accès des filles aux services et réduirait considérablement les grossesses précoces et non désirées de cette couche vulnérable. Aussi, la gratuité des services de PF permet de réduire les barrières financières, faciliterait l'accès des femmes, des adolescents et jeunes aux services de planification familiale pour l'amélioration de leur santé et leurs conditions de vie. Slide. Comme intérêt de recherche, nous avons estimé que la recherche pourrait augmenter les connaissances sur les déterminants de l'utilisation des services de PF par les adolescents et jeunes. Aussi, ça permettra de documenter les connaissances, les besoins, les préférences des adolescents et les jeunes en matière de planification familiale, d'identifier les stratégies adaptées pour l'instauration de la gratuité des services de PF pour les adolescents et jeunes,
d'élaborer les argumentaires pour le plaidoyer auprès des décideurs pour l'adoption de la gratuité de la planification familiale en faveur des adolescents et jeunes, aussi d'élaborer un plan de mise en œuvre de la gratuité et enfin, améliorer l'accès des adolescents et jeunes aux services de planification familiale. Voilà ce que nous avions à vous présenter sur cette thématique. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. On voit déjà ici la différence de contexte. Donc, pour certains, les services PF sont gratuits. Pour la Guinée, ce n'est pas encore gratuit. Donc, déjà, ça donne, dans une étude qui se veut transversale sur les pays, donc ça donne déjà des éléments de contexte sur lesquels déjà les instituts pourront commencer à réfléchir, mais aussi à saisir cette occasion-là pour approfondir leurs réflexions, pour poser des questions aux présentateurs et aux équipes des pays qui sont là sur la particularité de chaque contexte. Donc, ce que la Guinée vise, c'est de voir comment donc adapter une politique de gratuité de soins sur déjà le système qui existe. Je pense qu'il y a beaucoup d'expériences dans les autres pays aussi qui peuvent servir comme leçons apprises et qui peuvent être des points sur lesquels l'adaptation pourra se faire. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Donc, je veux juste rappeler que ceux qui viennent de nous prendre en cours, qu'ils peuvent se présenter dans le chat box en écrivant leur nom et leur structure et le pays. Donc, voilà. Je veux donner la parole à la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que le docteur Hachi est là. Docteur Hachi, vous avez la parole. Okay. Bonsoir à tous. Bonsoir, docteur. Okay. Nous sommes heureux de faire la présentation de la Côte d'Ivoire. Également, la Côte d'Ivoire porte un intérêt aussi sur l'évaluation de l'effectivité de la gratuité de la planification familiale en vue d'élaborer un plan de passage à échelle. Et pourquoi avons-nous choisi ce thème? Diapo. Il faut noter que les indicateurs, de façon générale, qui concernent la santé maternelle, néonatale et infantile, restent élevés. Pour preuve, le taux de mortalité maternelle est à 385 décès pour 100 000 naissances vivantes. Celui de la mortalité néonatale est à 30 pour 1000. Le taux de mortalité infanto-juvénile à 114 pour 1000. En ce qui concerne la prévalence contraceptive, nous sommes à 18% et les besoins non satisfaits restent toujours élevés avec 22%. Parmi les obstacles à la faible utilisation de la contraception des méthodes anciennes. Diapo. En réponse à cette problématique, la Côte d'Ivoire s'est engagée à travers le partenariat de Ouaga à repositionner la planification familiale. Ainsi donc, le pays a élaboré un plan national budgétisé qui s'est fixé pour objectif de 36,2% de prévalence contraceptive en 2025.
Aussi, l'État, face à cette situation, a décidé de rendre gratuits les services et les produits de la planification familiale sur toute l'étendue du territoire. Diapo. Et donc, l'État a mis en place, avec l'appui de ses partenaires, une phase pilote de cette gratuité dans 8 districts sanitaires depuis 2021. Et cette gratuité a concerné les actes, les produits et les intrants. Diapo. Quels sont les résultats de la mise en œuvre de cette phase pilote de la gratuité? Comme je l'ai rappelé, cela est fait dans 8 districts, la Côte d'Ivoire. Et les résultats qui sortent de ces mises en œuvre sont essentiellement relevés au niveau de la croissance, au niveau de la commande et de l'utilisation des méthodes, des produits contraceptifs. Et au niveau de la commande, nous avons un taux de commande qui a été vraiment, qui reste élevé quand on a comparé avant et après la mise en œuvre de la gratuité. Et comme vous le voyez à l'écran, cela vraiment montre un peu des résultats vraiment assez probants, assez palpables, en tout cas, de la gratuité que nous avons pu expérimenter dans ces districts. Et aussi au niveau de la consommation, vous voyez, les taux sont au-delà de 100% pour montrer l'intérêt que les populations, en tout cas, manifestent par rapport à cette gratuité. Malgré ces résultats assez intéressants, il va de soi qu'il y a des difficultés. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de passer à l'échelle. Et pour pouvoir passer à l'échelle, il y a un certain nombre de... On voudrait vraiment lever tout ce qui est comme obstacle pour pouvoir vraiment rendre véritablement effectif cette gratuité de la contraception. Et donc, de là, on s'est posé la question de richesse, à savoir quel est l'état de mise en œuvre effective de la gratuité. Et à cette principale question de recherche, il y a des sous-questions de recherche qui vont nous permettre de mieux orienter les chercheurs. Donc, il s'agira de se poser les questions suivantes. Est-ce qu'il existe un cadre réglementaire pour la gratuité des produits contraceptifs? À combien sont cédés les produits contraceptifs et intrants aux populations? Quels sont les atouts liés à la gratuité? Et aussi, on se demande quels sont les obstacles liés à cette gratuité. Ces obstacles qui peuvent être liés à l'acquisition des produits et même à l'engagement de l'État. Des obstacles liés au stockage des produits au niveau central comme au niveau périphérique. Des obstacles liés à la distribution des produits jusqu'au dernier kilomètre. Aussi, des obstacles qui peuvent être liés à l'adhésion à l'implication des prestataires en général. Et même au niveau aussi des ONG qui sont aussi impliqués dans la mise en œuvre de cette gratuité. Et aussi, il peut y avoir aussi des obstacles liés à la communication. Diapo. Quels sont les résultats obtenus en termes d'utilisation des services de PF? Quel est le niveau de satisfaction des clients? Quelles sont les stratégies efficaces? Et pour le passage, du passage graduel, c'est-à-dire qu'on part d'une région, on évolue région par région, bien on fait la gratuité avec toutes les régions à la fois. Aussi, il est bon de se demander quel est le mécanisme de financement de la gratuité faut-il mettre en place. Donc voilà autant de questions que nous souhaiterons avoir des réponses pour vraiment évaluer l'effectivité de la gratuité.
Aussi, quelle est la situation et l'étendue actuelle du problème que la recherche va explorer? L'accessibilité financière des populations comme réponse. Le problème qui a été évoqué ici, c'est l'accessibilité financière des populations qui se pose. Et dans la mise en œuvre même de la gratuité de la PF, ou sur les sites, on a pu déjà observer que les prix varient d'un centre de santé à un autre. Et même lors des consultations foraines où les produits sont supposés être gratuits, on constate que certains produits restants ne sont pas disponibles dans les formations sanitaires. Donc, voilà un peu la situation du problème. Diapo. Et à cela, quel est le changement, le besoin de changement pour lequel l'étude sera menée? Il s'agira d'identifier tout ce qui est comme insuffisance et obstacle liés à la gratuité totale pour adresser toutes ces questions. Et aussi de disposer des informations, en tout cas des données, pour pouvoir rédiger le plan de passage à échelle. C'est gratuité. Diapo. En quoi les décisions prises suite à cette recherche pourraient accélérer l'utilisation de la planification familiale dans le pays? Comme je l'ai dit, cette étude va nous permettre, en tout cas, de lever toutes les barrières pour pouvoir avoir une gratuité effective. Je pense que ça doit être la fin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Rachid, pour cette présentation. Voilà, qui aussi décrit le contexte de la Côte d'Ivoire, notamment le besoin en tout cas, de trouver les facteurs pour un passage à échelle réussi des tests pilotes déjà réalisés sur la gratuité dans le pays. C'est vrai que souvent, quand on parle de passage à échelle, il faut savoir que ce n'est pas un passage à échelle mécanique et que c'est un processus, en tout cas, d'ajustement donc à des contextes différents. Donc, soit du contexte d'un pays à un autre pays, du contexte d'une région à une autre région, mais aussi de contextes qui sont liés aux différentes cibles concernées par une politique de santé. Donc, le passage à échelle est également une science à part qui demande beaucoup d'investigation et beaucoup de recherche, de documentation et beaucoup d'adaptation liées à la gestion de l'innovation afin que ça puisse être fait de manière pérenne. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vais donner la parole aux participants pour poser les questions. Mais je ne sais pas s'il y a donc, parmi les participants, les groupes géniaux des pays, certains qui veulent apporter des compléments d'information. Sinon, je vais donner la parole au professeur Seni Konda qui a levé la main. OK, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de me donner la parole. Alors, la question que je me posais, parce que bon, nous, on était plutôt intéressés dans une perspective de collaboration avec plusieurs équipes de recherche pour faire un travail sur plusieurs pays. Mais quand j'ai écouté les pays, je me suis demandé est-ce que cela est possible ou bien dans ce que UCPO veut, c'est vraiment chaque pays. Allez-y, professeur. Vous avez le micro fermé. Ah, OK, d'accord. Désolé. Bonsoir tout le monde, je m'excuse. Alors, donc, ma question était relative à la possibilité de faire avec plusieurs équipes des pays un projet commun. Le problème, c'est que les questions, je pensais que c'est tel que ça avait été posé par UCPO, on allait se baser sur ça.
Le problème, quand je regarde les questions, elles sont beaucoup disparates. Et puis, bon, le Bénin a déjà un protocole. Je ne sais plus s'il faut qu'une équipe du Bénin, enfin, est-ce qu'une équipe de recherche du Bénin peut encore postuler? Parce que là, carrément, ils ont déjà un protocole déjà calé. Donc, ça, c'était mon inquiétude parce que nous, on voulait faire un truc sur plusieurs pays. Deuxième préoccupation, pour la Guinée, alors, ce qu'ils ont posé comme question sur les déterminants de l'utilisation de l'APF, il y a déjà des travaux là-dessus que nous avons eu à faire avec l'équipe du professeur Alexandre Delamou, qui est publié. On peut leur partager ça. Donc, moi, je vais leur dire si ce n'est pas la peine de répéter la roue, de refaire la roue, s'ils peuvent vraiment identifier d'autres questions qui vont leur apporter un plus, parce que ça déjà existe. On peut les partager, ces données-là. C'est des publications qui sont déjà faites. Donc, ça existe déjà. Donc, voilà ce que je voulais dire. J'ai posé aussi d'autres petites questions dans le chat box, etc. Donc, je suis un peu... Ça fait que je suis un peu dubitatif. Je m'attendais à ce que chaque pays nous présente quand même le modèle logique de son intervention. Ça permet en fait de résoudre un certain nombre de questions même qu'eux-mêmes ils posent. Et enfin, bon, il y a certaines questions, normalement, ils sont censés le savoir. Si, par exemple, est-ce qu'on a besoin de faire une recherche pour savoir qu'il y a un cadre réglementaire sur la gratuité en Côte d'Ivoire? Moi, personnellement, je ne pense pas. Ça, c'est une information qu'ils savent déjà. Donc, peut-être aller sur ce qui va apporter quelque chose véritablement de plus pour améliorer la mise en œuvre de cette intervention. Voilà ce que je voulais dire. OK. Merci beaucoup, professeur. Bon, je pense que l'idée à l'ICPO, c'est vraiment de faire une étude sur plusieurs pays. Donc, le modèle, c'est qu'on est un institut qui porte la recherche, mais qui va travailler dans les autres pays avec d'autres pays. Non seulement on aura une recherche sur la spécificité des pays avec les chercheurs locaux, mais aussi un chercheur principal qui coordonne et qui pourra dresser donc l'aspect régional, l'aspect transversal dans la documentation et dans la présentation des rapports. Donc, c'est vraiment de travailler, de coordonner donc l'ensemble de la recherche dans les pays, mais en se basant aussi sur des chercheurs locaux qui peuvent aussi identifier les spécificités des pays. Et bon, je pense qu'il y a des présentations. Ce que le groupe GEMIO, ce qu'il doit présenter, c'est les spécificités des pays afin que les chercheurs, dans l'élaboration de leur proposition de recherche, puissent avoir des éléments contextuels qui permettra donc de bien peaufiner leurs propositions. Et au-delà de cette réunion, les chercheurs aussi peuvent contacter, s'ils le désirent aussi, les responsables de la santé des pays pour peaufiner, pour avoir une meilleure compréhension du contexte à partir de ce qui a été dit à ce niveau. Voilà ce que je peux dire au professeur Seni Konda. J'espère avoir répondu à votre question. Docteur Boulaye, si vous permettez, j'aimerais juste ajouter un élément de réponse à ce que vous venez d'ajouter. Nous sommes conscients que chaque pays a ses spécificités et donc c'est clair que les contextes ne seront pas les mêmes. D'où la mise ensemble des différents GEMIO au cours de ces différentes sessions d'échange pour que vous ayez vraiment un contexte général, quand bien même différent par rapport à chaque pays, mais un contexte
général, un contexte d'ensemble sur lequel va porter cette étude-là. Parce que comme vous avez pu le constater au niveau de l'appel à proposition, chaque thématique a été définie en fait sur une géographie bien donnée. Et donc, c'est l'ensemble de ces pays-là qui ont choisi cette thématique-là. Quand bien même chaque pays a sa spécificité par rapport à cette thématique. Comme Dr Aboula l'a dit, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur comment résoudre cette thématique-là, certes au niveau régional, mais également, au niveau national, mais essayer d'avoir une vision régionale, une vision transversale sur la géographie définie par la thématique. Donc, j'espère que ça pourra aider le professeur Séni Konda dans sa réflexion. Merci. OK. Donc, il y a une question qui est à poser aussi au Bénin. C'est juste une information de ce qui existe. Docteur C'était quoi la question pour le Bénin? Non, sur un protocole qui est déjà développé, je pense que ce n'est pas un protocole qui est, non, c'est un pré-protocole, mais oui. c'est juste une présentation des attentes par rapport au contexte, par rapport à la méthodologie à utiliser. Donc, je pense que le professeur est un chercheur aussi, et donc je pense qu'il est allé aussi dans beaucoup de détails. Merci beaucoup. C'est vrai. Voilà. Je sais pas, non, docteur Achille. Et après, l'Institut de recherche va soit se mettre dans ça, mais également faire ses inputs aussi. Donc, comme j'ai dit, c'est un pré-protocole et ça reste à densifier, quoi. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je pense que aussi il y a une question qui s'adresse aussi à la Côte d'Ivoire. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de faire une recherche sur le cadre juridique, puisque ça existait déjà et voilà. Bon, je pense que c'est Docteur Achille peut intervenir sur ce point. Voilà. Okay. Et bonjour à tous. En fait, la question qui est posée est de savoir est-ce que c'est nécessaire de savoir s'il existe un cadre réglementaire. Nous n'avions pas, on s'est dit, peut-être qu'on n'est pas loin de notre préoccupation. Existe-t-il un cadre réglementaire? Le cadre réglementaire est-il approprié? Permet-il de prendre toutes les dimensions de la gratuité? C'est ça que nous voulons dire. Est-ce qu'on a prévu tout dans ce cadre réglementaire? Est-ce qu'il existe? Et s'il existe là, est-ce qu'il a pris en compte toutes les préoccupations pour que la gratuité soit effective? C'est ce que nous voulons dire. Je vois encore que la même personne a posé la question en Côte d'Ivoire, un plan de la gratuité. Il n'y a pas de plan. En fait, nous avions mis en place une gratuité dans une zone pilote. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce que la gratuité que nous prenons, que nous disons que le produit doit être gratuit, les aides gratuits, les intrants gratuits, est-ce que c'est effectif sur le terrain? Alors, quand nous regardons toutes les composantes de la gratuité, nous avions observé dans l'offre des services plusieurs dimensions, nous avions aussi dans la demande plusieurs dimensions. Donc, toutes les questions qui sont liées à cette gratuité. Donc, un premier temps, y a-t-il des obstacles à cette gratuité dans ces zones pilotes? S'il y a des obstacles, alors quels sont ces obstacles et comment on peut les lever? Ça, c'est la première préoccupation. Donc, on va résoudre le problème de ces zones pilotes. Mais en même temps, il y a le souci de la Côte d'Ivoire, c'est de passer à échelle de cette gratuité. Donc, en même temps qu'on résout les questions qui sont dans les zones pilotes, on est en train de définir les stratégies pour un nouveau plan, un plan de la gratuité. Donc, pour répondre à la question, il n'existe pas de plan de gratuité en ce moment-là. C'est maintenant, à l'issue de cette évaluation, que nous allons envisager un plan de la gratuité. Merci. Okay. Moi, j'avais une petite question aussi. Je peux? Oui. Oui, voilà, c'est en direction de l'équipe de la Guinée.
et ce n'est pas vraiment une question, mais je m'inquiétais sur le fait, j'ai entendu qu'en Guinée, il n'y avait pas du tout d'absence de gratuité des services de PF. Ça m'a un petit peu inquiété parce que j'avais pensé que la plupart des pays africains s'étaient engagés, notamment dans le cadre des ODD et tout ça, sur la gratuité d'un certain nombre de services de soins de santé primaire, dont ces services-là. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas au plan national, que ce n'est pas du tout gratuit ou la gratuité est limitée? Que je donne la parole à... Allô? Vous docteur m'entendez? Sylvain. OK. En fait, en Guinée, les produits de planification familiale sont gratuits. Mais les services, la prestation, elle n'est pas gratuite. Il y a un coût de prestation. Donc, c'est de ça que nous parlons. Tous les produits de planification sont gratuits. Mais les coûts, c'est des coûts forfaitaires. C'est vrai que ces coûts-là ne sont pas très élevés, mais ça fait un frein à l'offre des services de planification familiale parce qu'il n'y a pas de contrôle en fait sur ces coûts de prestation. Lorsque, par exemple, les comprimés, les méthodes, les pilules, on les donne à 500 francs guinéens, le cycle à 500 francs guinéens, mais il n'y a pas aucun moyen qui puisse permettre de contrôler ce coût, en fait, c'est ça. Que quand il y a la demande, le prestataire qui est là, il peut donner le produit à un coût plus élevé. C'est pourquoi nous avons parlé de cette tarification par endroit. C'est de ça que nous parlons. OK. Merci beaucoup. OK, merci pour la réponse. Professeur Seni Konda. Oui, je réagis pour la Guinée. Ça dit que, non, ça, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que même s'il y a des intrants qui sont gratuits, les services ne sont pas gratuits. On considère qu'il y a la gratuité des services lorsque, au point de service, la femme peut avoir accès gratuitement aux 10 services. Donc, clairement, la Guinée n'est pas dans l'effectivité de la gratuité. Et les questions qu'ils ont posées, il y a Dr Diéné, que je connais bien, si elle veut, je vais lui partager la documentation qui existe sur les déterminants donc, de l'utilisation des services de l'APF. Donc ça, et pas les jeunes et les adolescents. Ça, c'est des données c'est des évidences qui existent, qui ont été publiées. Donc ça, c'est pour la Guinée. Je ne sais pas si c'est trop tard, mais moi, je suggérais qu'ils reformulent un peu leurs questions s'ils veulent avoir de la plus-value. Voilà. Et je ne pense pas qu'il y a un intérêt pour l'UCPO de financer une recherche dont les résultats déjà sont connus. Ça, c'est pour le chose. Je suis très content pour la réponse de la Côte d'Ivoire. Justement, bon, peut-être que quand il y aura les discussions, nous collaborons beaucoup avec le CRESARCI en Côte d'Ivoire, donc on pourra échanger sur ces questions-là. Effectivement, bon, vous voyez, ça dit que la manière dont tu poses la question, là, c'est très, très important. Voilà. Donc, il a précisé, là, je suis très content. Et puis aussi, on souhaiterait savoir si les gens ont des plans, ils ont fait des plans effectivement avant de commencer. Parce que si vous faites un plan avec un modèle logique, etc., pour l'évaluation, c'est très intéressant parce que ça va couler de source. On a une base, comment on va dire ça, une base objective pour l'évaluation. C'est ça. Donc, on voit ce qui a été prévu, ce qui n'a pas marché, ce qui a été prévu, ce qui a été fait, etc. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça que je voulais dire. Merci pour la Côte d'Ivoire des précisions. En tout cas, des petites précisions qu'on pourrait effectivement voir sur les pays pour affiner les questions, effectivement, et puis aller de l'avant. Maintenant, revenons à UCPO. Si vous êtes d'accord sur certains points, qu'on puisse faire des études sur plusieurs pays avec des spécificités, mais moi, mon inquiétude, c'est le montant aussi que vous avez prévu. Vous avez dit pour les pays, machin, 300 000, ou bien c'est combien là? Donc, ça va jouer. Si on fait une étude sur 4 pays, bon, avec le montant que vous avez dit, ça commence à être un peu très limite. Oui, c'est vrai, on a dit donc des études, des propositions autour de 100
100 000 à 300 000 dollars. Bon, oui, c'est une fourchette qu'on a donnée sur laquelle on pourrait être flexible si on a des propositions vraiment pertinentes qui pourront demander un peu plus. Donc, je pense que c'est vraiment la qualité et la pertinence de la proposition. Voilà. Oui. Donc, voilà, je pense que concernant la Guinée aussi, je pense que c'est pourquoi je pense qu'il est intéressant donc de faire ces réflexions et de discuter avec les acteurs de la mise en œuvre des politiques pour aussi qu'on puisse affiner, parce que les propositions qui seront faites seront ciblées sur des aspects plus précis, tenant compte du contexte, en rapport avec ce qui existe déjà. Parce que je pense qu'avant de faire la recherche, il y a toujours une revue de la littérature qui va se faire conjointement avec les acteurs, et pour identifier les gaps là où il y a les besoins de recherche par rapport à la gratuité de soins, pour se focaliser de façon plus précise sur ce qui doit faire sur les gaps et les pistes à explorer pour mieux améliorer les conditions, par exemple, de la mise en œuvre de la gratuité. Peut-être que pour la Guinée, on aura besoin en fait d'un passage à échelle de ce qui a été déjà, qui existe déjà dans les autres pays. Donc, dans ce cas, pas besoin de faire une étude sur ce qui existe déjà, mais de faire une adaptation de la documentation et des leçons apprises dans d'autres pays. Donc, je pense que ces réflexions permettront d'affiner plus les pistes et de proposer des thématiques qui sont vraiment axées sur les besoins réels de recherche des pays. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je pense qu'il y a des chercheurs, mais qui sont silencieux. Je pense que c'est le moment d'aller et de creuser pour, en tout cas, identifier ces particularités, ces spécificités des pays qui pourront, à mon avis, aider dans l'élaboration d'une bonne proposition ancrée sur les besoins, ancrée dans les besoins des pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je pense qu'on a répondu aussi aux questions du chat. OK. D'accord. Du côté des pays, je ne sais pas s'il y a des points à ajouter ou quelques éléments complémentaires. OK. Donc, je pense qu'on va arrêter la réunion ici, s'il n'y a pas de main levée. Et merci beaucoup pour votre participation. Docteur, excusez-moi, on vient de recevoir une question dans le chat, s'il vous plaît. OK, allez-y. C'est la question du docteur Khalil Sanogo qui demande: est-il possible d'envisager une enquête sous-régionale selon le thème? Oui, bon, une enquête sous-régionale, je ne sais pas si c'est précis, c'est dans comment on appelle, selon les thématiques qui ont été déjà identifiées. Donc,
Donc, et pour chaque thématique, on a déjà une couverture géographique qui est définie. Donc, c'est de faire la recherche en tenant compte donc, de la couverture géographique, donc selon plusieurs pays, transversale à plusieurs pays. Donc, voilà le... Je ne sais pas si j'ai bien répondu au docteur Khalil Sanogo. Il pourra aussi prendre le micro pour préciser. OK. Oui, docteur. Oui, merci beaucoup. En fait, pour clarifier ma question, c'est de savoir, étant donné que le thème proposé, parce qu'on a vu tout à l'heure que chaque pays, selon sa spécificité concernant la gratuité, avait des orientations bien précises. Alors, est-ce que l'enquête pourra être réalisée, par exemple, le Bénin, je pense la première présentation qui avait déjà montré avec le protocole de recherche déjà pratiquement, je vais dire presque élaboré, selon ses spécificités pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut regrouper ces deux pays-là et puis mener une enquête qui pourrait donc permettre de façon spécifique à ces deux pays-là d'obtenir le même résultat? C'est là le fond de la question. Oui. Oui, je pense que c'est ce qu'on vise, c'est que quand on prend les pays, il y a déjà des similitudes à travers selon les pays et que les deux pays peuvent avoir donc la même similitude dans la mise en œuvre de la politique. Donc là, c'est de construire des pistes de recherche qui pourront permettre d'explorer donc en même temps ces deux pays. Donc, mais ce que nous attendons, c'est que dans l'étude, que l'institution de recherche qui va faire sa proposition puisse couvrir l'ensemble des pays qui sont listés sur la thématique. Mais nous sommes aussi flexibles quant à un pays pourra présenter un ou deux ou plus de deux pays sur une thématique. Donc, selon la proposition, donc nous pouvons nous engager également dans des propositions qui peuvent prendre une partie donc, des pays concernés par la problématique, surtout dans sur des thématiques qui ont souvent autour de 6 pays. Donc, nous serons flexibles si on a des propositions qui identifieront donc des pays similaires, proches, pour mener une étude. Voilà. Je vois la main du professeur Mahamadou. Vous avez la parole. Vous avez le micro fermé. Professeur Sall, vous êtes avec nous. Vous avez le micro fermé. Vous pouvez prendre la parole. Merci, docteur Abdoulaye, mais merci Arnaud, et merci pour nous avoir conviés à cette séance d'information. Donc, je sais que le Sénégal est éligible donc, sur cet aspect de gratuité de l'APF. C'est quelque chose qui intéresse justement beaucoup le Sénégal parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont en train d'être menées. Il y en avait d'abord déjà avec la Banque mondiale. Le projet ISMEA est venu travailler sur ça. Donc, nous avons l'intention effectivement de postuler. Maintenant, je voulais demander un peu au docteur Abdoulaye, est-ce que la candidature, il est préférable qu'elle soit institutionnelle? Moi, je suis donc le directeur de l'Institut de population, de développement et santé de la reproduction de l'UCAD.
L'appel, pour répondre à l'appel, idéalement, je pense à une candidature officielle de l'Institut, donc de l'Université Cheikh Anta Diop, dans le cadre de cet appel. Mais est-ce que aussi il est possible d'avoir une candidature individuelle, c'est-à-dire un chercheur individuel qui postule? Bien que pour moi, ce ne soit pas cela la priorité. Premier élément, bon, à l'échelle d'un pays, combien de propositions ont la chance d'être acceptées? Ça, c'est aussi une question pour moi qui peut être importante parce que ça peut nous orienter vers la recherche de consortiums d'instituts pour postuler ensemble. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voici les questions que je voulais poser, Dr. Abdoulaye, et je vous remercie encore. Ok, merci beaucoup, professeur Sall. Oui, bon, ce qui est en tout cas encouragé, c'est que les instituts que les propositions soient faites par les instituts de recherche. Donc, c'est ce cadre-là, donc des instituts qui soient liés aux universités ou qui soient liés à des laboratoires de recherche ou voilà, qui peuvent postuler, donc bien qui sont des structures vraiment qui ont des cadres juridiques bien clairs. Donc, parce que surtout s'agissant de la gestion aussi des subventions. Et ça, c'est la question 1. La deuxième question, ce qu'on encourage, c'est que les instituts puissent proposer des propositions donc, qui couvrent plusieurs pays et de se mettre également en collaboration avec d'autres instituts ou chercheurs qui sont au niveau des pays. Donc, nous avons l'Institut soumissionnaire, l'Institut soumissionnaire qui maintenant collabore avec d'autres instituts dans les pays qui sont sur la thématique. Donc, pour qu'ils travaillent ensemble en vue d'élaborer un protocole de recherche commun, mais qui sera chapeauté par l'Institut, par un institut de recherche. Voilà. Et vous avez vu, il y a des thématiques qui sont transversales au pays. Bon, sur cette thématique, donc le Sénégal ne fait pas partie de la thématique, mais cela ne veut pas dire qu'un institut de recherche du Sénégal ne pourra pas postuler. Un institut donc, du Sénégal donc, peut bien postuler à une thématique, même si le Sénégal n'est pas concerné. Donc, voilà. D'accord, mais en tout cas, merci beaucoup, Dr. Abdoulaye, surtout pour toutes ces informations et en particulier celle qui consiste à associer en tout cas un institut ici au Sénégal et un autre, parce qu'actuellement, par exemple, moi, je collabore avec le projet MIR, Momentum, et on pourrait voir comment, par exemple, je pourrais associer, en tout cas, l'Institut pourrait travailler avec eux pour, en tout cas, avoir une étude comparative sur deux pays, le Sénégal et le Niger. Merci beaucoup. OK, merci, professeur. Professeur Géraud. Oui, justement, en lien avec ce qui vient d'être dit, moi, je voulais exprimer la position du Bénin, qui est celle que nous, on a fait le choix d'une co-construction du projet de recherche avec l'Institut de recherche qui va appliquer, parce que pour nous, vraiment, l'idée, c'est de capitaliser les résultats après en note de politique publique et voire même en stratégie d'intervention de santé publique. Donc, c'est pour ça que nous avons vraiment l'intention de travailler avec l'Institut sous vraiment une co-construction, comme j'ai dit.
Et j'en avais discuté déjà avec le DSME de la NSSP et il était question qu'on voit avec l'UCPO pour voir si vraiment il y a une objection à ce que nous fonctionnons comme cela. Je pense que cette collaboration avec les instituts, c'est ce qui est encouragé, que les DCME collaborent vraiment avec les instituts, les chercheurs locaux, et pour qu'ils puissent ensemble donc travailler et identifier les problèmes, mais aussi de travailler non pas de façon ponctuelle, mais sur des longues durées, du début de la recherche à la collecte des données, mais jusqu'à l'utilisation des résultats de la recherche, mais aussi d'aller plus loin jusqu'à documenter les changements éventuellement. Donc, je pense que c'est ce type de collaboration qu'on voudrait donc dans cet agenda précis de recherche mettre en place. Donc, je pense que c'est des initiatives très louables et très encouragées. Voilà. Je pense qu'il y a, je vois la main de Marie Ba. Marie, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Dr Abdoulaye. Bonjour à tous. J'ai rejoint l'appel un peu en retard. Marie Ba, directrice de l'UCPO. Je remercie la partie gouvernementale et les points focaux, société civile et jeunes qui se sont associés à ce groupe multipartite d'information et d'orientation au niveau des pays et tous les instituts, laboratoires de recherche et les chercheurs qui se sont connectés aussi et pour l'intérêt que vous avez pour cet agenda recherche du PO. Je voulais juste réagir par rapport à quelques questions que j'entends. Ce n'est pas le premier appel, je pense qu'on l'a eu sur d'autres appels aussi, mais que j'ai entendu quand j'ai rejoint l'appel, sur les possibilités de soumettre des études ou des propositions, en tout cas sur certains pays. Évidemment, on encourage, si jamais une thématique, 5 ou 4 ou 5 pays se sont positionnés en manifestant un intérêt à ce que la question soit étudiée à leur niveau, on encourage fortement les instituts de recherche à pouvoir couvrir ces 5 pays-là. Donc, je ne suis pas sûre, je ne me souviens plus trop de maîtriser pour cette thématique-ci combien de pays s'y étaient positionnés, parce que j'ai entendu… pardon ? 4. 4, voilà. J'ai entendu une proposition à un moment de pouvoir soumettre sur 2 pays, Bénin, Niger par exemple. Ça réduirait évidemment les chances de pouvoir obtenir le financement si une autre proposition arrivait à couvrir les 4 pays. Donc, c'est juste une distinction que je voulais faire et d'encourager vraiment autant que possible de pouvoir collaborer entre différents instituts et différents chercheurs pour pouvoir couvrir le maximum de pays possibles. Après, on comprend qu'il y a des contraintes qui font que peut-être certains pays ne pourraient pas être couverts, mais encore une fois, ça diminue un peu les chances de pouvoir recevoir l'accord final ou le financement si jamais quelqu'un d'autre pouvait proposer de couvrir de façon pertinente et de qualité un plus grand nombre de pays. Voilà, c'est un peu le commentaire que je voulais faire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour ces commentaires très utiles. Voilà. Je ne vois pas d'autres mains. OK, s'il n'y a plus de questions, je pense que c'était très intéressant. Franchement, merci beaucoup aux intervenants, merci beaucoup aux participants, à tous ceux qui sont là, l'équipe de l'ICPO aussi. Les points focaux, jeunes sociétés civiles, merci beaucoup pour votre participation. Donc, je pense que c'est juste pour rappeler que ces appels-là vont continuer après-demain jusqu'au 10. Donc, on aura des pays qui vont intervenir. C'est pourquoi je demande et je invite encore les chercheurs et tous les acteurs à se connecter aussi pour suivre
ces discussions qui sont, à mon avis, très intéressantes, notamment pour connaître les pays, mais les spécificités, mais aussi avoir d'autres informations sur le processus de l'appel à proposition. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.